Salut gang, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre premier cours de chimie. On va commencer par le début. Le début, ça commence il y a 14 milliards d'années. Il y a plus précisément 13,7 milliards d'années, c'était le début du Big Bang. Toute la matière de l'univers était assemblée en un seul point. Toute l'énergie de l'univers était aussi assemblée en un seul point. Ça fait une température tellement grande qu'on était à 10 à la 30 degrés Celsius. Vous vous souvenez de vos chiffres significatifs? 10 à la 30, ça correspond à 1 suivi d'une trentaine de zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ouais, je vois trop loin. 34, 33, 32, 31, 30 degrés Celsius. Ça, c'est chaud. C'est tellement chaud que les molécules se désagrègent. Les atomes eux-mêmes finissent par perdre leurs électrons. On ne retrouve plus que des noyaux puis des électrons. Puis même les noyaux ne sont pas capables de survivre à cette température-là. Même les particules qui composent le noyau se séparent les unes des autres, ce qu'on appelle les quarks. Les quarks et les électrons, c'est ce qui compose tout l'univers. Peut-être vous n'avez jamais entendu parler des quarks. Il en existe deux, en fait, il y en a plusieurs types, mais les deux plus communs, ce sont les quarks up et les quarks down. Les quarks up ont une charge de plus 2 tiers et les quarks down, eux autres, ont une charge de moins 1 tiers. Toute la matière est composée seulement que de quarks et d'électrons. Sauf que toute cette matière-là, il y a 13,7 milliards d'années, pour une raison qu'on ne connaît pas, elle s'est mise à s'expandre partout à une vitesse faramineuse. Et ça dissipe aussi l'énergie. Il va faire de moins en moins chaud. Il y a 3 minutes après le début du Big Bang, on est à 10 à la 9 degrés Celsius. C'est encore pas mal chaud. Sauf que c'est suffisamment froid pour que les quarks puissent se combiner ensemble. Imaginez, on pourrait prendre 2 quarks up. Ils se combinent tout le temps à coup de 3. 2 quarks up et un quark down, ça fait plus 2 tiers, moins 1 tiers. On arrive à une charge de plus 1. Le premier proton était ainsi créé. Et si on prend à la place un quark down et un quark up, moins 1 tiers, plus 2 tiers, on arrive à une charge de 0. Le premier neutron était créé. Il y a 13,7 milliards d'années, 3 minutes après le Big Bang, les premiers neutrons et protons s'agençaient ensemble pour former la base des atomes. Et là, après ça, vous connaissez la suite de l'histoire, ou à peu près. Vous savez que si vous prenez un proton tout seul, c'est un noyau d'hydrogène, parce que si vous y rajoutez un électron qui tourne autour, c'est un atome d'hydrogène. Donc, si vous éjectez l'électron, vous retrouvez seulement que votre noyau, votre proton, vous avez donc un H+, un proton. Et il y a 13,7 milliards d'années, 3 minutes après le Big Bang, il y a aussi eu les premiers atomes d'hélium qui se sont formés. Ça nous faisait 2 charges positives éloignées par 2 neutrons. Donc, on a un proton ici, 2 neutrons. Et d'ailleurs, si on y rajoute 2 électrons, ça nous fait notre atome d'hélium, mais si on expulse les 2 électrons, on retrouve 2+, le noyau d'hélium chargé positivement. C'est ça qu'il y avait il y a 13,7 milliards d'années. Il y a eu une dilatation de la matière, ça s'est refroidi, et les premiers hydrogènes et hélium sont apparus à ce moment-là. La quasi-totalité c'est vraiment quasi-totalité, on parle de 99,99% de l'hydrogène puis de l'hélium qu'on retrouve sur Terre, qu'on retrouve dans l'univers, qui provient du Big Bang. Imaginez-vous, vous prenez une bouteille d'eau, vous buvez un peu, l'hydrogène que vous retrouvez dans votre H2O, ça nous fait un atome d'hydrogène, un d'oxygène, un autre d'hydrogène. Tout l'hydrogène que vous retrouvez dans l'eau que vous buvez provient du Big Bang. D'ailleurs, c'est l'une des preuves qu'on a apportées pour soutenir le Big Bang, avec les mathématiques, avec les formules du Big Bang qui nous permettaient de prédire la densité puis la température de l'environnement primordial, de la soupe primordiale où on avait tous les quarks. On a pu calculer quelle allait être la concentration d'hydrogène et d'hélium dans l'univers si le Big Bang avait bel et bien existé. On a fait nos calculs, on est arrivé avec une prédiction, on a regardé dans l'univers avec nos télescopes
et on arrive justement à cette prédiction-là. D'ailleurs, on a un chercheur québécois, Hubert Reeves, qui a fait la même chose avec les atomes légers, le lithium, le beryllium et autres atomes comme ça. Il a prédit mathématiquement la quantité de ces atomes-là qu'on allait retrouver dans l'univers si le Big Bang avait bel et bien existé. On arrive, avec nos observations, au calcul de Hubert Reeves. Il y a une deuxième preuve aussi qui démontre que le Big Bang a bel et bien eu lieu, c'est que si on regarde le Soleil, on ne le voit pas tel qu'il est actuellement. On le voit il y a quelques minutes, le temps que les photons viennent à nous. Fait que s'il y a un photon qu'on perçoit, mettons, un astéroïde passe devant le Soleil, on perçoit son passage, mais comme ça a pris du temps avec les photons traversent l'espace puis percutent notre œil, puis qu'on puisse le voir, bien, on voit le Soleil tel qu'il était il y a quelques minutes. Mais plus on regarde loin dans le temps. Si on regarde Alpha du Centaure, l'étoile qui est la plus proche du Soleil, bien là, quand on voit Alpha du Centaure, ça fait déjà quelques années que les photons ont été émis. Puis ensuite, quand on voit Alpha du Centaure d'il y a quelques années. Mais plus on regarde loin dans l'univers, plus on regarde loin dans le temps. Puis partout, qu'on regarde de l'Australie ou qu'on regarde du Québec, on ne peut pas voir plus loin qu'il y a 13,7 milliards d'années. Au-delà de ça, on ne voit rien. Il n'y a rien. Il y a un rayonnement de fond diffus cosmologique. On ne peut pas voir plus loin que ça et ça arrive pile avec le Big Bang. Fait que toutes nos équations jusqu'à maintenant fonctionnent et confirment l'existence du Big Bang. Fait qu'on on revient à notre histoire du début. Il y a 13,7 milliards d'années. Au tout début, on avait une soupe de quarks. Ces quarks-là finissent par s'assembler 3 minutes après le début du Big Bang parce qu'il y a une extension suffisamment rapide. Or, cette extension-là est trop rapide pour former les autres atomes autres que l'hydrogène et l'hélium. L'expansion s'est faite tellement rapidement que si on avait voulu former, mettons, un atome de carbone, bien, il aurait fallu frapper plusieurs atomes d'hydrogène ensemble pour former des atomes d'hélium, frapper plusieurs atomes d'hélium ensemble pour former, je ne sais pas moi, des atomes de carbone. Bref, faire de la fusion nucléaire, comme dans le tableau périodique, pour arriver à former des atomes de plus en plus gros. Or, ça prend des collisions pour ça. Si on veut qu'il y ait des collisions, il faut qu'il y ait une densité. Or, l'univers est en dilatation. Ça s'expandait tellement rapidement que ça a fait en sorte que, oui, on a eu assez d'énergie, on a eu assez de proximité au début pour former les premiers H+, puis les premiers He2+, mais maintenant, les particules étaient rendues tellement éloignées que les probabilités qu'ils puissent se rencontrer étaient tellement faibles qu'il y a eu très, très peu de lithium, encore moins de carbone, encore moins de fer et ce que vous voulez, que c'est quasiment négligeable rendu aux atomes lourds. Fait qu'on avait affaire à un univers plate. Il y avait juste de l'hydrogène puis de l'hélium. Pas de quoi faire un gros party. Tu ne peux même pas faire la balloune pour faire ton ballon d'hélium. Sauf que la gravité nous est venue en aide. Par la gravité, ça a fait des nuages d'hydrogène et d'hélium qui se sont rapprochés, qui sont devenus tellement denses, tellement gros, qu'au cœur de ces nuages-là, la pression est devenue telle que les hydrogènes, en se rentrant dedans, les héliums, en se rentrant dedans, ont pu faire les premières fusions. Fait que dans ces nuages stellaires-là, il y a eu des pouponnières d'étoiles qui se sont formées. Là où c'était suffisamment dense, les atomes se sont rentrés dedans pour fusionner, pour former des atomes plus gros. Là, on a pu avoir des héliums se fusionner ensemble pour faire les atomes plus lourds, comme le carbone, comme le bore, comme l'oxygène, comme le fluor, tout ce qui vous compose. Mais plus il y a de fusion, moins on récupère de l'énergie. Quand on est en haut du tableau périodique, quand on fusionne 2 hydrogènes, on fait énormément d'énergie, mais plus on descend dans le tableau périodique, quand on fait de la fusion, moins ça dégage de l'énergie. Fait qu'on peut faire des bombes H aujourd'hui par fusion de l'hydrogène, ça génère énormément d'énergie, mais si on fait de la fusion de l'hélium, un peu moins. Du beryllium, encore moins. Du carbone, encore moins. Si on fait de la fusion du sodium, bon là, pas grand-chose non plus. Mais dès qu'on arrive au fer, si on fusionne du fer, oh là, il n'y a plus d'énergie du tout. C'est plus une réaction exothermique, c'est non plus une réaction endothermique, ça devient neutre. Puis si on avait essayé de faire de la fusion de l'uranium, oh là, ça serait endothermique s'il vous plaît. Il faudrait investir énormément d'énergie pour fusionner des atomes d'uranium. D'ailleurs, personne n'a réussi encore à faire ça. Fait que la fusion des noyaux qui forment des atomes plus gros, ça se fait
quand c'est des petits atomes. Fait qu'imaginez, dans votre pouponnière d'étoiles, vous aviez un nuage de gaz où vous aviez tout plein d'atomes, tout petits, mais qui par gravité se sont assemblés et a ramassé tout plein d'atomes, devenant de plus en plus denses, puis au cœur où c'était le plus lourd, s'est mis à se former par fusion les premières étoiles. Justement, par fusion, générait tellement d'énergie que ça émanait tout plein de lumière. Fait que les photons que vous voyez du Soleil, justement, proviennent de la fusion nucléaire qu'il y a à l'intérieur de notre étoile. Puis grâce aux étoiles, justement, on a tout le reste des atomes. Pas juste l'hydrogène puis l'hélium, mais aussi le carbone, l'oxygène, le fluor, ce qui nous compose. Jusqu'au fer, cependant. Parce que quand l'étoile a fini de brûler, de faire de la fusion, quand l'étoile a fini de brûler donc son combustible, dès qu'il ne reste plus que du fer dans le cœur de l'étoile, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'explosion qui se fait, hein, ce n'est plus exothermique, donc l'étoile finit par s'éteindre. Sauf que si l'étoile est tellement grosse, elle va finir par s'écraser sur elle-même, puisque dans l'explosion, il y avait une force qui lui permettait d'avoir un certain volume. Quand elle cesse d'exploser, en mourant, l'étoile va imploser sur elle-même, et si elle est suffisamment grosse, il y a une espèce de rebound qui va se faire, de rebond. Ça va faire une supernova. Et dans cette collision tellement forte, ce sont les explosions les plus fortes qu'on peut observer dans l'univers. On appelle ça une supernova. Les atomes qui vont se percuter ensemble, là, vont avoir assez d'énergie pour former du cuivre, de l'argent, de l'or, de l'uranium. Tous les atomes qui sont dans le bas du tableau périodique, en dessous du fer. On est fait de poussière d'étoiles, comme le dit Hubert Reeves. Quand les premières étoiles ont éclaté comme ça, elles ont ensemencé l'univers de tous les atomes qu'il y a tout autour de nous. Et ça a quelque chose de vraiment très beau, là. Fait que là, on va se plonger à l'intérieur d'un cours de chimie, puis on est fait de tous ces atomes-là qui proviennent du début du Big Bang, qui proviennent aussi du cœur des étoiles. Fait qu'imaginez un univers où il y a des nuages qui se forment, où la matière se concentre par la force de la gravité, qui réussit à rassembler des hydrogènes et des héliums pour former des atomes toujours plus gros au cœur des étoiles qui naissent et qui meurent et qui ensemencent le reste de l'univers de tous les atomes. Il y a 13 milliards d'années, les premières galaxies comme ça se formaient. Et dans notre galaxie, pas loin de chez vous, en fait chez nous, il y a à quelque part notre système solaire. Il y a 8 milliards d'années, notre système solaire naissait. Il était encore très sale. Il y avait des particules qui provenaient de notre pouponnière d'étoiles. Notre étoile, elle, le Soleil, dérivait et la matière qu'il y avait tout autour continuait de tourner autour du Soleil. D'ailleurs, si la matière tournait comme ça autour du Soleil, au début, ça ressemblait davantage à une sphère, mais la matière qui était en haut et en bas a fini par s'écraser sur le Soleil, alors que la matière qui était comme ça en rotation, la force centripète, était égale à la gravité qui l'attirait, contrairement au pôle de notre système solaire. Fait qu'assez rapidement, notre système solaire a ressemblé à une pâte à pizza. D'ailleurs, si vous prenez une pâte à pizza en sphère, puis vous la tournez rapidement comme ça va finir par former un système solaire. Ça va finir par former un disque. Puis si on pouvait faire tourner vraiment indéfiniment notre pâte à pizza comme ça dans les airs, bien, il y a des petites particules comme celle-là, là, qui vont, à force de tourner, ramasser toutes les particules qu'il y a dans son orbite, puis il va, un peu comme une balle de neige qu'on roule dans la neige, va grossir, jusqu'à nettoyer tout ce qu'il y a dans sa circonférence, dans sa révolution. Fait qu'il y a, à force de tourner comme ça, les premières planètes sont nées. Nous, notre planète Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Mais elle était encore toute jeune. Puis elle continuait à ramasser tous les débris, tous les objets qu'il y avait sur son passage, sur sa trajectoire, sur sa révolution. Fait qu'il y a eu pas mal de collisions à cette époque-là. Fait que la vie ne pouvait pas apparaître sur Terre à ce moment-là, il y a 4,6 milliards d'années. Le dernier impact stérilisateur qu'il y a eu sur la Terre, puis là on parle de grosses météores qui tombent sur la planète, avec une énergie suffisamment grande pour faire bouillir tous les océans. On appelle ça un impact stérilisateur. Il y a tellement d'énergie qu'il n'y a pas grand-chose qui peut survivre à ça. Le dernier impact stérilisateur est tombé il y a 3,9 milliards d'années. Il y a 3,9 milliards d'années, donc, dernier impact. La Terre peut se refroidir enfin.
puis la vie va pouvoir apparaître. Peut-être que la vie est apparue avant, mais a dû se faire démolir, pas rien qu'à peu près, par les différents impacts. Il y a 3,5 milliards d'années, on est certain, il y avait de la vie un peu partout sur Terre. On retrouve toutes sortes de fossiles de bactéries qui étaient à cette époque-là. Puis on a des preuves aussi, moins solides, que la vie est apparue bien avant 3,5 milliards d'années, entre 3,9 et 3,5 milliards d'années. Mais il y a 3,5 milliards d'années, on est certain, il y avait des bactéries tout partout. Ces bactéries-là se nourrissaient des différentes molécules organiques qu'on pouvait retrouver dans les océans ou dans les mares, à gauche puis à droite, comme ça. Mais assez rapidement, heureusement, il y a eu des bactéries qui se sont spécialisées à faire de la photosynthèse. Là, il y a eu une source d'énergie formidable. Il s'est mis à avoir énormément de multiplication de bactéries. La vie sur Terre a pu proliférer dès qu'ils ont pu faire de la photosynthèse, mais ils généraient un déchet assez important, merci. Nous, on l'utilise beaucoup depuis, c'est l'oxygène. Fait que la photosynthèse, ça ressemble à le CO2 qu'il y avait dans l'air. On pouvait utiliser de l'eau, la vie est apparue dans l'eau, et avec ça, on réussissait à former des sucres, C6H12O6, puis notre déchet de l'oxygène. Voyons, O2, O6, ça serait-tu épouvantable? Ça nous exploserait d'en face. Fait que les bactéries ont généré tout plein de déchets. Pour eux autres, c'est des déchets. Mais ça a permis plus tard, nous autres, d'utiliser cet oxygène-là. Mais à cette époque-là, ça a fait en sorte que le CO2 dans l'air a diminué drastiquement. Et ça a causé la première extinction massive connue. Comme le CO2 est un gaz à effet de serre, vous le savez, comme le CO2 est un gaz à effet de serre et qui a diminué en quantité, et ça d'une façon drastique, à cause de toutes les bactéries qui se multipliaient dans les océans, bien, ça a fait en sorte que la concentration de CO2 a diminué beaucoup, beaucoup moins de gaz à effet de serre. Donc, on pouvait retenir beaucoup moins d'énergie autour de la planète Terre. Fait que la planète s'est refroidie grandement jusqu'à temps de devenir, c'est là qu'il y a eu l'extinction massive, une snowball Earth, une terre boule de neige. Fait qu'imaginez, il faisait de plus en plus froid. Fait que les pôles commençaient à s'agrandir, le pôle nord et le pôle sud. Or, comme ils sont blancs, ils reflètent davantage de lumière, donc il y a moins de lumière, moins d'énergie qui est absorbée par la planète, donc ça se refroidit davantage. On est tombé dans un cercle vicieux où les pôles se sont agrandis, refroidissant toujours plus la planète Terre jusqu'à temps que les pôles se sont rejoints. Puis imaginez l'Arctique puis l'Antarctique se rejoignent ensemble, ça faisait une terre boule de neige qui tournait comme ça. Ça a tué pas mal de bactéries. Il en reste encore, ils ont survécu, mais la plupart des bactéries sont mortes à ce moment-là. Mais il y a une sorte de bactérie qui était vraiment moins avantagée par rapport aux autres. C'était une grosse bactérie balèze. Elle était capable de, oui, stocker de l'énergie. C'était pas super avantageux au tout début, mais quand il s'est mis à manquer de lumière, où c'était difficile de faire de la photosynthèse, bien là, les grosses bactéries ont pu survivre, ont été avantagées dans cet environnement-là de terre boule de neige, sous les glaces. C'est notre ancêtre, les cellules eucaryotes. Ces cellules-là, à peu près 100 fois plus grosses que des bactéries, bien organisées à l'intérieur, avec un noyau où ils gèrent leur ADN, où ils peuvent stocker en masse d'énergie à l'intérieur de la cellule, ont pu manger les bactéries tout autour d'elles qui étaient en train de mourir. Et nos ancêtres, les cellules eucaryotes, ont pu apparaître là. Fait qu'il y a 2 milliards d'années, nos ancêtres, qui étaient formés de cette poussière d'étoiles-là, ont pu proliférer un peu partout. Mais il y a 1 milliard d'années, il est arrivé une seconde bad luck, mais ce coup-ci, ce n'est pas à cause du vivant. Ce sont des éruptions volcaniques dans le coin de la Sibérie qui se sont mis à déchaîner des nuages de gaz tout autour de la planète Terre, empêchant la lumière de rentrer. Ça a refroidi la Terre. Un autre cycle de terre boule de neige s'est emballé. Coronavirus, tout le monde. Non, je m'excuse. Notre planète Terre est redevenue une terre boule de neige. Là, la majorité des bactéries sont mortes. La majorité des cellules eucaryotes sont mortes. Mais il y avait encore une fois un type de cellule eucaryote qui a été avantagé dans cette seconde extinction massive. Ces cellules eucaryotes qui ont été avantagées, c'est que lorsqu'il y avait très peu de nourriture autour d'elles, elles s'associaient ensemble et se partageaient la nourriture. Fait qu'imaginez qu'un amalgame
Nous autres, ça ressemblerait à de la moisissure, là, à nos yeux, là, vu que c'est microscopique. Ces cellules-là se ramassaient ensemble en colonies, puis si, en se promenant, une trouvait une source d'énergie, par exemple des bactéries mortes, plus capables de faire de photosynthèse, pouvaient commencer à les manger et se partager la nourriture. Les premiers organismes multicellulaires ont été sélectionnés dans cette extinction massive-là. Et c'est formidable. Ce sont nos ancêtres à nous. Il y a 1,5 milliard d'années, donc 500 millions d'années, les premiers organismes multicellulaires étaient apparus. Fait que c'est les ancêtres des éponges, c'est les ancêtres des animaux, c'est les ancêtres des végétaux tels qu'on les connaît. Puis après ça, l'évolution est allée super rapidement. Il y a 200 millions d'années, les premiers animaux étaient apparus. Fait que ça vous donne une idée de d'où on vient. On provient donc du Big Bang, on provient donc de cette poussière d'étoiles-là qui nous compose. Puis il y a quelque chose de vraiment très beau là-dedans. Fait qu'on va jouer avec le tableau périodique ensemble dans le cours de chimie. Mais c'est beau de voir que tout l'hydrogène et tout l'hélium, ça provient du Big Bang. Que la quasi-totalité des atomes du lithium jusqu'au fer, bien, ça provient du cœur des étoiles. Puis quand elles ont ensemencé l'univers dans les supernovas, tous les atomes plus lourds que le fer bien, proviennent directement de ces supernovas-là. Fait que si vous avez un bijou d'or, bien, sachez que ça provient d'une explosion d'une étoile.